BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Comme chaque mercredi, les dernières tendances du marché immobilier et surtout des opportunités qu'on vous amène sur un plateau grâce à nos 3 experts du mercredi. Éric Tréguier pour Challenge, bonjour. Bonjour Guillaume. Olivier Marin, propriété Le Figaro, bonjour Olivier. Bonjour. Et Marie Cœur de Roy, notre expert IMO sur BFM Business. Salut Marie. Salut Guillaume. Comment va l'IMO, Pierre, je vous appelle Pierre, non, parce qu'on parle d'immobilier, je vous appelle Olivier. Pas la Pierre. Comment va l'IMO, Olivier? Pierre qui rit ou Pierre qui pleure? Ça dépend comment on se place. En tout cas, on a un marché qui est très dynamique avec des ventes en hausse. On a des prix de l'immobilier qui progressent dans les grandes villes. Et puis, on a des taux d'intérêt alors qui, pour les emprunts immobiliers, en fait, se stabilisent très légèrement. Au niveau des transactions, alors le patron de la FNAIM Île-de-France nous disait que c'était du jamais vu, en fait, depuis 10 ans. D'ailleurs, par exemple, à Paris, on a vendu 10 000 appartements sur le premier trimestre. C'est un véritable record. Ça ne désemplit pas dans les bureaux de vente et les notaires indiquent même au niveau national que sur les 12 derniers mois de l'année, en France, on est déjà à 880 000 transactions. Une faiblesse en fait des taux d'intérêt qui a vraiment dopé la demande, avec la petite remontée qu'il y a eu en fin d'année, ce début d'année, ça a encore accéléré en fait. Oui, finalement, la remontée que tout le monde redoutait, ça a finalement tous ceux qui étaient indécis en fait, ils se sont dit il faut y aller, c'est le moment. Et puis alors donc rappelez qu'on était à 1,31 au niveau des taux de crédit en novembre dernier, on est maintenant à 1,56, on était à 1,55 le mois dernier, ça reste quand même très attractif au niveau des taux puisqu'on était à 1,75 à la même période l'an dernier. En ce qui concerne les prix, alors hausse des prix qui se confirme dans les grandes villes, plus 2% à Paris. En combien de temps? À Bordeaux, ça c'est sur 3 mois, plus 3% à Nice, à Strasbourg et à Lille, plus 4% à Toulouse, plus 5% à Nantes, ça c'est le baromètre LPI, ça c'est dans l'ancien. Et puis dans le neuf, on a eu un indicateur, en fait c'est l'indicateur des ventes et des prix sur les logements neufs en Île-de-France. Alors on a une vraie dynamique qui est qui est vraiment à saluer. On a 20% de hausse sur un an, 7700 transactions. Là aussi, le taux d'intérêt, le Pinel, le prêt à taux zéro, ça fonctionne à plein. Et les plus fortes hausses donc de ventes réalisées dans les Yvelines, 60%, plus 60% dans les Yvelines sur un an. Qu'est-ce qui se passe? Délai de commercialisation qui baisse, on est à autour de 2 mois en moyenne dans la région. À Paris, c'est moins d'1 mois pour un logement neuf. Et alors, conséquence de cette frénésie d'achat, c'est la hausse des prix. Plus 12% à Paris, c'est un exemple. Paris qui reste le département le plus cher de la région. En un an, plus 12? Oui, pas en 3 mois, en un an. Non, là c'est en un an sur alors le après, logement neuf. il faut bien voir effectivement qu'à Paris, l'offre est tellement rare que forcément, elle est extrêmement chère. Les volumes, c'est vrai, sont faibles, mais quand même, c'est un indicateur. Donc c'est 12 000 euros du mètre carré pour un logement neuf à Paris, c'est 7 000 euros du mètre carré dans les Hauts-de-Seine, à l'opposé, sous la barre des 4 000 en Essonne et en Seine-et-Marne. Et puis si on regarde, alors là, c'est intéressant pour les investisseurs, les secteurs qui ont la cote justement auprès des investisseurs. Vers où vont-ils? Qu'ont-ils acheté là, ces derniers temps les investisseurs? Eh bien, dans les Hauts-de-Seine, c'est la ville d'Asnières. Dans le 93, c'est Aubervilliers. Et dans le Val-de-Marne, c'est Villejuif. Asnières, ça y est, le réveil du Grand Paris. Trois communes, 3 villes qui sont vraiment touchées par ces mutations, à la fois des quartiers, et puis avec l'arrivée de nouvelles gares et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On vous en parle depuis des années de ce Grand Paris, et ça y est, manifestement, les particuliers s'y mettent. C'est un chantier. Alors que ça a mis du temps. C'est vrai que depuis longtemps, on disait mais les gens ne se rendent pas encore compte, effectivement. Visiblement, ça y est, ça commence à être. Mais dans l'ancien, 2% sur 3 mois sur Paris, on est vraiment dans un trend à 8% qu'on a déjà observé l'année dernière. Et donc, on s'en va vers des hausses continues à Paris pendant encore quelques temps. Et ça va se poursuivre comme ça. Enfin, voilà, les transactions pour l'instant tiennent, elles vont tenir longtemps, résister longtemps à la hausse des primes. Là, on voit quand même, nous, on en parle depuis quelques semaines sur BFM Business, de dire il se passe quand même quelque chose. Alors, c'est pas un coup d'arrêt de la demande immobilière, évidemment pas, mais on a quand même une forme de retour à la normale qui se traduit par un petit ralentissement. Et on l'a vu à travers. Normal, bien sûr que c'est normal. Folie les premiers mois. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'on le voit quand même à travers les chiffres de la Banque de France. En fait, la Banque de France fait tous les mois une enquête auprès des banquiers. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette enquête du mois dernier? Elle nous dit quoi? Elle nous dit que ça y est, pour la première fois en 2 ans, on a plus de banquiers qui jugent que la demande de crédit immobilier est stable ou en baisse que de banquiers qui pensent qu'elle augmente. Donc en gros, on a 92% des banquiers interrogés qui nous disent soit que la demande est stable, soit qu'elle baisse, et seulement 8% qui nous disent qu'elle progresse. On a quand même une espèce de ralentissement de cette demande immobilière. Après, encore une fois, il n'y a pas de coup d'arrêt. C'est pas un effondrement. Non, c'est pas un effondrement, mais les taux d'intérêt. Il relativise, Olivier. Je relativise parce que en fait, c'est 20% contre 6% en fait qui annoncent justement, les banquiers qui disent en fait il y a ce ralentissement. Donc c'est aussi sur des gaps et des modules en fait
très faible. Oui, mais c'est quand même, encore une fois, c'est un ralentissement de la hausse, on n'est pas en phase de baisse. Donc voilà. On est sur une sorte de crête, et qu'est-ce qu'on voit depuis à peu près 2 semaines, c'est que les banquiers eux-mêmes s'aperçoivent que la machine ralentit, et donc ils sont en train de baisser leur taux. Exactement. Donc on le voyait. C'est exactement ça, et Eric a parfaitement raison. D'ailleurs, quand Olivier nous parlait des taux d'intérêt qui se sont quasiment stabilisés en mai, là on voyait les chiffres Crédit Logement CSA 1,56 contre 1,55 le mois dernier, on se dit la progression est encore un petit peu là. Sauf que quand on regarde les durées RN que sont le 20 et le 25 ans, là en revanche ça baisse. Donc oui, il y a encore des opportunités sur le front du crédit immobilier parce que précisément l'engouement, l'euphorie immobilière est en train de se calmer. Donc les banquiers, je pense, vont chercher un tout petit peu à maintenir cette euphorie. Peut-être une petite fenêtre donc, parce que les banquiers sont en concurrence bien sûr les uns avec les autres face à cette demande qui ralentit légèrement. Alors Eric, Emmanuel Macron, président, il s'apprête à gouverner les mains relativement libres. On suivra le 2e tour dimanche. Vous l'attendez pas forcément seulement sur le code du travail, pas que sur la moralisation de la vie publique. Vous l'attendez aussi sur l'immobilier et la gestion de l'immobilier par l'État. Parce que c'est vrai, l'État est un piètre gestionnaire immobilier. C'est vrai, il nous parle beaucoup d'impôts sur la fortune immobilière, il nous parle beaucoup d'immobilier pour les particuliers, mais il ferait bien de regarder ce qui se passe dans son arrière-cour. Et son arrière-cour, c'est tout l'immobilier de l'État. Et l'immobilier de l'État, c'est considérable. C'est 75 millions de mètres carrés, c'est-à-dire l'équivalent de l'appartement de Marie. Oui, tout à fait. C'est ça. Enfin, juste la salle de bain. Voilà. Pour une valeur énorme, une valeur de 66 milliards d'euros, donc c'est considérable, eh ben, l'État ne sait pas exactement ce qu'il possède, ce qu'il en fait, quel est l'État et qu'est-ce qu'il peut en faire. C'est simple. Difficile pour l'État de déclarer à l'ISF alors s'il ne connaît pas la valeur de son patrimoine. Heureusement, il ne le paie pas. Mais c'est vrai que là, il y a 2 sénateurs, un PS, les Républicains, il faut en profiter parce qu'au Sénat, il y en a encore quelques-uns, qui ont fait un rapport là-dessus et un rapport sans concession, on peut le dire, puisque il y a 3 points qu'il faut retenir. D'abord, l'État, c'est un propriétaire qui est complètement ignorant. Il a du mal à savoir combien de mètres carrés ont ces locaux, par exemple. Dans 27% des cas, dans les relevés, il y a des erreurs. On prend quoi? Toutes les strates, État, région, département, exactement. commune. Oui. Eh bien, il a du mal à savoir, à faire un compte exact de quels sont les mètres carrés qui sont occupés par telle ou telle administration. Et alors, du coup, la conséquence, c'est que c'est un gestionnaire qui n'est pas très rigoureux. Parce que du coup, comme il ne sait pas combien il y a de mètres carrés, il a du mal à gérer ça de manière tout à fait normale. Et donc, il réagit un petit peu au coup par coup quand il y a une urgence. Et on fait des travaux dans l'urgence. C'est des travaux qui coûtent, qui ne sont pas des travaux de structure. Et ça repète à côté. Bref, c'est pas bon du tout. Et puis après, en plus, c'est un agent immobilier qui est assez... Bon, on peut le dire, mauvais. Puisque vous savez qu'il vend une partie de son patrimoine, des patrimoines qui n'est censé ne plus avoir d'utilité pour lui. Et il a vendu 7 milliards d'euros de patrimoine depuis qu'il a mis en vente ce patrimoine, c'est-à-dire depuis à peu près 7-8 ans. Oui. Donc plutôt bien en apparence, mais en fait, il a vendu que de très beaux immeubles. Aïe. Il se retrouve avec sur les bras plein d'immeubles dont il ne sait pas quoi faire, qui sont là depuis plus de 2 ans en vente, qui ne sait pas mettre, vous savez, un agent immobilier. Il faudrait faire comme la mairie de Paris qui a créé un concours justement pour revendre des terrains qui ne servaient à rien ou des immeubles qui ne servaient à rien. Aucune initiative. Oui. De son côté, aucune initiative. Vous avez donc les services des ventes immobilières de l'État, vous allez vous brancher dessus, vous avez plein de choses qui sont présentées, mais elles sont là depuis 2 ans, elles ne sont pas présentées de meilleure manière qu'il y a 2 ans. Bref. Piètre gestionnaire. Bon, après, il y a quand même un truc à dire sur le patrimoine immobilier de l'État. Il y a quand même une chose que l'État fait pas trop mal, mais qui en fait forcément pour nous, si on regarde économiquement, un mauvais gestionnaire, mais qui finalement c'est pas complètement idiot et on en parle assez régulièrement. Ces systèmes de vente à prix décoté pour pouvoir y construire du logement, y compris du logement social. Et là aussi, c'est aussi fortement, ils font des moins-values, mais l'enjeu est quand même ailleurs. Donc il y a les deux. Effectivement, c'est un piètre gestionnaire, mais sur certains cas, on comprend pourquoi il est mauvais gestionnaire aussi. Donc c'est un peu les ventes justement pour construire de l'immobilier social, c'est souvent sur des terrains plus que sur des bâtiments. Il y a les deux quand même. Il y a les deux, mais ça porte souvent davantage sur des terrains que sur des bâtiments. Et effectivement, mais
Éric a raison et Mario aussi le souligne, mais véritablement dans les recommandations justement des sénateurs, ils demandent qu'on passe par des professionnels privés dont c'est le métier pour évaluer les biens de l'État, parce que c'est catastrophique, donc ça fait partie de leurs recommandations. Ils disent passer par des professionnels. C'est sûr que si l'État avait été, je ne sais pas, un agent immobilier Century 21 ou Orpi ou Fnaïm, il aurait été viré depuis longtemps. Eh ben voilà. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Olivier, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui gèrent bien leur immobilier, qui veulent investir au mieux justement, contrairement peut-être parfois à l'État, qu'est-ce qu'il va falloir regarder dans les prochains jours dans l'agenda pratique immobilier? Alors, dans l'agenda pratique, tout d'abord à noter que 2 nouveaux départements ont choisi d'augmenter ce qu'on appelle les frais de notaire. Il n'y en a plus qu'un du coup qui ne les a pas augmentés. Alors, il n'y en a plus beaucoup. En fait, les taux du droit d'enregistrement exigible sur les ventes des biens immobiliers donc passent à 4,5%. Ça concerne en fait les départements de la Côte d'Or et la Martinique. Donc pour ceux qui achètent une maison ou un appartement, vous paierez davantage de droits au fisc. Donc vous ne serez pas les seuls, puisque sur 101 départements, il n'y en a plus que 4 en fait qui conservent l'ancien taux qui est à 3,80. C'est l'Indre, c'est l'Isère, le Morbihan et Mayotte. Voilà. Côté rendez-vous, côté rendez-vous des ventes aux enchères immobilières demain au tribunal de grande instance de Paris, vente d'appartements ouvertes au public. Parmi elles, donc des studios dans le 17e arrondissement, des appartements quartier Champs-Élysées, mais aussi des locaux commerciaux dans le 20e, des caves et des parkings à la vente. Génial. Toujours dans le domaine très très rentable. Très rentable. Et Eric en parle souvent, les défend avec, peut-être Eric, tu parles demain. Parfois 10% de rendement sur les parkings avec peu de risques. Ouais. Toujours dans le domaine des ventes aux enchères immobilières, celles des notaires se tiendront mardi prochain, donc le 20 juin au Châtelet, avec des biens à la vente dans les 1er et 4e arrondissements. Côté rencontre, alors il y a le SIEC, qui est le salon immobilier commercial qui va se tenir au CNIT de la Défense du 21 au 23 juin. C'est pas facile à dire, là, le siècle au CNIT. Et puis à Paris, ce soir, la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, une conférence débat autour de l'architecture et de l'entreprise. C'est au 148 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e. À noter que la Maison de l'Architecture d'Île-de-France organise le premier mercredi de chaque mois des débats sur le Grand Paris Express, et ils reçoivent notamment les architectes des gares, et on parle des enjeux notamment pour investir. Voilà, c'est un enjeu d'investissement, le Grand Paris, et architectural aussi. 68 nouvelles gares, dont certaines très innovantes architecturalement. C'est passionnant pour ceux qui aiment tout ça, et les paysages urbains notamment. Puisqu'on parle justement de paysages urbains, de matériaux, Éric, vous n'arrêtez pas de nous dire, vous et presque tous les experts en immobilier, qu'investir dans des édifices en bois, ça va devenir une mode, ça va même devenir un investissement rentable. Sauf qu'Éric, vous venez nous apporter une info qui nous fait tomber des nues. Le bois, finalement, ça marche pas. On construit de moins en moins de maisons en bois, contrairement à ce que tout le monde voulait nous faire croire. Bah oui, on est tous déçus. Non, moi pas. Mais si, le bois c'est beau, le bois c'est beau, le bois c'est écolo. C'est écolo, c'est une bonne idée. Mais oui, le problème aujourd'hui, c'est que les chiffres le montrent. On a construit que 1350 maisons en bois l'an dernier. C'est ridicule quand on pense aux plus de 100 000 maisons individuelles qui sont construites chaque année. Donc c'est rien, c'est epsilon. C'est vraiment dommage et on ne comprend pas pourquoi. Mais il y a quand même quelques raisons. D'abord, il y a une filière qui a besoin d'être organisée. Ensuite, c'est plus cher. Dingue parce qu'en France, on a les plus grandes forêts d'Europe. Oui, et pourtant, la filière n'est pas... Et on importe le bois, exactement. Et on importe le bois d'Allemagne, de Scandinavie. C'est quoi? C'est le lobby du béton qui entraîne cette situation-là aujourd'hui en France? Non, c'est que la filière bois n'a pas réussi à se rassembler, à s'organiser et à avoir quelque chose de bien organisé. C'est construit. Voilà. Et alors donc, pourquoi est-ce qu'on construit moins de maisons qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, des maisons en bois? Pourquoi? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Effectivement, ça coûte 10 à 15% de plus. Et qui sont les acheteurs aujourd'hui les plus nombreux dans la maison individuelle? Ce sont 1, des investisseurs, 2, des jeunes ménages. Et donc, les 2 sont très sensibles au prix. Et donc, du coup, ça tombe. Ce qui est quand même complètement dommage, parce qu'effectivement, Éric, on insiste là-dessus, mais c'est vrai que ça coûte plus cher au démarrage, mais vous avez des travaux qui durent moins longtemps, vous avez des gains en économie d'énergie. Des chantiers plus propres. Voilà. Et comme je sais que vous êtes vous aussi un partisan du bois, Guillaume, et il y a quelque chose qui va quand même vous faire du bien, c'est que du côté des immeubles collectifs, là ça marche très fort. C'est-à-dire qu'on est à 8000 logements construits à partir d'immeubles en bois. Et donc, c'est en forte hausse. On est passé de 2 à 4%. Et les entreprises aussi sont toutes favorables au bois.
Question d'image, bien sûr, pas forcément question de coût. On va voir, je crois, une tour en bois émerger à Bordeaux, hein, c'est ça? Exactement, 80 mètres ça de va haut. être une des plus hautes d'Europe. Exactement. Et la plus haute tour en bois d'Europe, ce sera à Vienne, en Autriche. Exactement. Là, on sera à plus Elle de vient de 120 se mètres faire de haut. souffler, donc notre tour bordelaise vient de se faire Mais souffler la plus haute tour vedette. d'Europe, les plus hautes tours d'Europe seront en France. Hein, les tours Hermitage, si elles se construisent. On y reparlera d'ailleurs dans la suite de ce Club Imo, ces nouvelles tendances du marché immobilier, ces nouveaux paysages qui émergent et autant d'opportunités pour vous pour investir. À tout de suite, messieurs, dames.